Bienvenue donc sur cette édition donc, du 12 mars. Bienvenue au 20h. Qu'est-ce qui va donc se passer avec le ministre Jean de Dieu Momo qui regrette donc l'incarcération de l'un des... si vous le voulez donc très bien pour la suite. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anémique. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Le ministre Jean de Dieu Momo est l'un des ministres sans portefeuille. Il était d'abord opposant à l'époque et maintenant il est du côté donc du RDPC. Il a donc frappé fort. Qu'est-ce qui se passe donc du regret de l'incarcération de l'arbitraire du professeur Alain Foguet et Bibou Nissan? Bienvenue donc, ça devient très intéressant pour le départ de monsieur Biya parce que professeur Alain Foguet a donc demandé le départ. Il dit que papa doit aller se reposer. Il a beaucoup déjà travaillé, il doit donc laisser la place au petit-fils. Depuis 82 jusqu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe donc avec monsieur le président Paul Biya et Maurice Kamto? Pourquoi Atangandji, qui est donc l'un des homme fort, on l'appelle donc Atanga Biya, qui décide donc de s'opposer à la candidature de Kamto Mori. On ne sait donc pas si Kamto fait donc battre le cœur. Dans ce studio, je vais donc faire donc entrer l'un des correspondants, si vous le voulez donc très bien. Écoutons ensemble. Je voudrais saluer Alain Foguet, le professeur Alain Foguet, et lui dire tiens bon, mon ami. Et tous les autres, mon petit frère, mon neveu qui est là aussi, et puis Bibou Nissak qui sont là, et tous leurs camarades, pour dire vraiment, je regrette ce qui vous arrive là. Ça ne devrait pas arriver. Ça aurait pu être, une solution aurait pu être trouvée si le recours avait été introduit. Et c'est pour ça que j'avais suggéré qu'ils introduisent un recours en grâce. Parce que si on introduit un recours en grâce, je peux l'acheminer au président de la République pour dire, ouais, pardon, vraiment. Mais ils m'ont dit que non, c'est bientôt fini. D'accord. Ils m'ont dit, parce qu'ils m'ont dit, ils ont presque purgé, donc ils ne voient pas l'intérêt. De faire un recours. Oui, vous voyez qu'on a ouvert une porte vers l'élection présidentielle à venir. Le PADEC tarde à se prononcer. Vous attendez quoi? Vous ne voulez pas vous engager vous-même? Vous attendez vous positionner derrière notre candidat, comme en 2018? Le PADEC est un parti qui a choisi un virage en 2018 de soutenir le chef de l'État Paul Biya dans sa candidature présidentielle de 2018. Oui. Il a gagné avec notre soutien et nous a fait la récompense politique. C'est-à-dire que les alliances politiques se récompensent. C'est-à-dire votre nomination est une récompense politique. Oui. Oui. C'est une récompense politique. C'est-à-dire que vous soutenez, ce sont des alliances. On a fait alliance. On est des alliés. Donc, quand on est des alliés, ben, c'est comme on est des associés. Vous n'avez pas mangé tout seul et laissé les autres associés affamés. Donc, vraiment, c'est simple. Je vous parle généralement de la politique simple. Il ne faut pas compliquer la politique. Donc, parce que quand je parle de récompense, là, on dit que c'est les cadeaux. Mais je travaille. Le PADEC travaille à maintenir le régime. Le PADEC travaille à se faire entendre et à faire entendre ses idéaux et à soutenir le pouvoir. Donc du coup, en 2025, est-ce que le PADEC va investir un autre candidat? C'est la question. Nous ne le pensons pas. Nous avons même répondu très clairement que nous n'investirons personne parce que nous demandons au président Paul Biya d'être notre candidat. C'est-à-dire que le PADEC entend soutenir le président Paul Biya comme notre candidat. Parce que nous, on est en train de faire un scrutin de liste. C'est-à-dire que notre tête de liste, c'est Paul Biya. Oui. Et nous, à côté, là, qui l'accompagnons, nous sommes son Mais il ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore prononcé, si mais jamais il n'est pas candidat. Nous voulons qu'il se prononce. Il ne s'est pas encore prononcé, mais
nous pensons qu'il est notre capitaine. Vous voyez, dans une équipe de football, il y a un meneur, il y a un capitaine. Il y a Rigobert Song, ou il y a Mila Roger, ou il y a Etofis qui porte le brassard. C'est lui qui porte notre brassard. Parce que les gens viennent à l'âge, à parler de son âge pour le discréditer, mais en réalité, c'est parce qu'il a toutes les qualités qu'il faut, sauf peut-être l'âge. Et qu'on croit que l'âge est un handicap. Mais vous, ça vous dérange pas? Non, ça nous dérange pas. Qu'il soit âgé de 92 ans et qu'il soit votre capitaine. Ça nous dérange pas. Mais j'ai l'impression que ça dérange plus nos adversaires. Et j'ai envie de leur demander, mais de quoi vous vous mêlez? Occupez-vous de votre équipe. Occupez-vous, n'est-ce pas, former votre équipe pour gagner. Mais une équipe qui a un capitaine aussi âgée, peut-elle être forte? Ah oui, elle est forte. C'est une équipe. Logiquement. Elle est forte. Oui. Parce qu'elle a l'armature. Elle a la fondation solide. Elle a les alliés. Elle a les gens comme moi, comme Atangandji. Il y a les gens comme, enfin, nous tous au gouvernement, là, on soutient. Donc, on est crédible. Et on travaille. Et on est là pour soutenir. Parce que les gens pensent que est-ce que vous le c'est soutenez? seulement une personne. Oui. Vous réduisez la chose à un seul individu, le président, ou bien même de l'autre côté. Ils réduisent à un seul individu, que ce soit Maurice Kamto, Cabral Libi ou Joshua Oché. Donc, on focalise sur la tête de liste. Ils ne veulent pas comprendre que c'est un scrutin de liste en vérité, qui ne dit pas son nom. Est-ce que dans le fond, vous ne voulez pas juste un visage qui arrange vos affaires, vous qui êtes derrière, qui en êtes les bénéficiaires de la présence du chef de l'État? Et la politique, c'est quoi? Même pas ça, la politique. La politique, c'est gagner, non? C'est mettre quelqu'un pour gagner, non? Pourquoi vous mettez Eto'o en 9? C'est pour qu'il marque les buts, non? Pareil, vous mettez Mila en 10, pourquoi? Pour qu'il marque les buts. Quand il marque les buts, c'est toute l'équipe qui gagne, non? Si nous mettons le président Paul Biya, 92 ans, il marque les buts, qui gagne? C'est nous, non? Pourquoi vous ne voulez pas que nous gagnions? Donc lorsque Monseigneur Cléda indique que ce n'est pas réaliste du tout d'entendre les gens appeler à la candidature de Paul Biya à son âge, vous répondez quoi à Monseigneur Cléda? Oh, je dis que c'est Monseigneur Cléda, je l'aime bien, c'est quelqu'un de formidable. D'ailleurs, il fait même, il est même un praticien qui a donné l'exilir pour lutter contre le sida, contre le Covid, et je l'apprécie beaucoup pour ça. Et puis c'est un bon, comment on va dire ça? Il enseigne bien, il prêche bien. Bon prédicateur. Il prêche bien la religion. Mais ici, là, nous sommes dans un domaine qui n'est pas le sien, on est dans le domaine politique. Qui nous laisse. Mais c'est un observateur. Oui, c'est un observateur. Il est tous les jours au contact des populations. C'est ça. Je dis qu'un observateur n'est pas un politicien. Un observateur, il observe. Mais un observateur, c'est même un idéaliste. Parce que lui ne parle pas en termes de gain politique. Ce que j'appelle le lucre politique. Lui, il ne fait pas les analyses politiques. Il ne va pas chercher. D'ailleurs, même pour lui, c'est amoral. D'accord? Et immoral. Il ne voudrait pas. Ça veut dire que pour vous, l'Église catholique ou les représentants de l'Église catholique n'ont rien à dire sur la scène politique? Non, disons que il ne faut pas transformer l'Église catholique en chapelle politique. Nous avons fustigé un évêque qui a dit qui appelait le diable dans son église, et nous avons fustigé cela parce que c'était une concurrence déloyale. Si l'Église catholique romaine qui est au Cameroun veut devenir une chapelle politique, et je pense que le nom de sa politique a dit que ce n'est pas, on les a pas envoyés pour faire ça. On les a envoyés pour prêcher les dieux. Quand les gens vont à l'église, à la messe, c'est pour entendre la parole de Dieu. Et quand les gens qui vont à l'église là sont les militants du PADEC, du SDF, du RDPC, du MRC. Maintenant, vous avez un prédicateur qui détourne mes militants qui sont venus entendre la parole de Dieu. Il détourne pour donner... Mais c'est le berger, non? Son rôle, c'est aussi d'ouvrir les yeux. Non, le berger, c'est pour conduire au ciel. Donnez à César, remettez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Mais comment on va faire ça? Jésus-Christ a dit que, s'agissant de cette pièce d'argent-là, c'est pour César, c'est l'image de César qui est là.
S'agissant de la politique là, c'est Paul Biya. Vous voulez parler à l'église, parlez du pape. Hein? Et donc nous faisons une petite prière pour le pape, il est malade. Parlez du pape, il est aussi âgé. Hein? Pas âgé comme le nôtre, ben c'est quand même lui qui il est malade, nous prions pour lui. Donc donnez, remettez à César ce qui est à César. Ne venez pas vous mêler de ce qui vous regarde. Mais chaque année, maître, l'Église catholique, la conférence épiscopale nationale a toujours donné son avis sur la situation socio-politique dans notre pays. Pourquoi aujourd'hui il devrait se taire? Ceci étant dit, on n'a pas demandé qu'il se taise. Oui. En Haïti, nous avons vu le père Aristide, qui est devenu président de la République. Oui. Donc, si ce sont des Camerounais, ils ne sont pas interdits de la course politique. Mais qui démissionnent. Oui, je ne veux pas seulement qu'ils profitent de leur robe pour prêcher, pour faire la politique. Alors qu'ils retirent leur robe et font comme le père Aristide et vont, n'est-ce pas, vous parlez au type qui avait fait une lettre ouverte au cardinal Tchoumi. Il s'agit de vous. Pour qu'il se présente à la présidentielle de, je ne sais plus, une de nos présidentielles. C'était moi le père. Là, c'était normal. Oui, non, c'était en ce temps-là. J'étais un Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de... Hier, vous demandiez au candidat Christian Tchoumi d'être candidat. Voilà, et alors qu'il avait encore sa robe. Et voilà, d'abord sa robe. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui est paradoxal. Si vous avez changé de camp? Ce n'est pas parce que j'ai changé de camp, c'est parce que j'ai compris qu'on peut pas faire, on ne peut pas chasser 2 lièvres à la fois. Si vous chassez 2 lièvres à la fois, vous allez perdre. Si vous entraînez l'Église catholique dans la politique, vous allez entraîner vos ouailles sur un mauvais chemin, sur le chemin de la contestation. Et sur le chemin de la contestation, vous allez retrouver les forces de l'ordre. Vous allez retrouver Atangadi, avec ses gouverneurs, avec ses préfets, avec ses gendarmes. Donc, nous pensons que ce n'est pas la bonne route. Quand on a pris de l'âge comme nous, quand on a de l'expérience comme nous. Moi, j'étais jeune quand je disais ça. J'avais quoi, 40 ans peut-être. Donc aujourd'hui, avec le recul, je pense que on doit conduire les gens en toute sécurité. Monseigneur Domo avait dit, pour soutenir votre thèse, Monseigneur Albert Domo avait dit que on ne peut pas conduire les âmes au ciel comme si la terre n'existait pas. Mais lui, il parlait de faire l'agriculture, c'est-à-dire de nourrir l'homme, de faire mongoplastique, d'enrichir l'homme ici, sur la terre. Mais lui aussi, il se mêlait de politique. C'est pour ça qu'il a été également... Mais comment vous imaginez que l'Église va se taire? Non, on n'a pas dit que... Comment imaginer... On ne demande pas à l'Église de se taire. Avec toutes les souffrances, l'évêque de Yagua, par exemple, vit dans une zone où il y a des souffrances au quotidien, assez incroyablement. Comment est-ce qu'il va faire pour ne pas s'exprimer, pour ne pas porter la voix de ceux qui sont en peine? Ce n'est pas interdit. Oui. Et je dis même, j'encourage qu'on dénonce, n'est-ce pas, les souffrances lorsqu'elles existent. Mais les amplifier, les aggraver, dire que même le diable, on veut, ça c'est exagéré. Parce que nous sommes quand même dans un pays. Je veux bien comprendre que dans certaines parties de notre pays, les gens ne mangent pas forcément à leur faim. Et on peut comprendre qu'effectivement, dans certaines régions du septentrion, que des gens aient faim à cause du climat, de la sécheresse, des inondations. C'est-à-dire, il y a des catastrophes naturelles qui font en sorte qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que ceux du Sud, par exemple. Mais vous verrez qu'il y a un effort du gouvernement, un effort du chef de l'État d'approvisionner régulièrement ces régions-là. Et c'est inscrit dans sa politique de solidarité, telle que décrite pour le libéralisme communautaire. On ne peut pas développer le pays en laissant une région. C'est-à-dire qu'on peut prendre la nourriture qui vient de l'ouest, qui vient du sud, qui vient de l'est, pour nourrir une partie des gens au nord qui n'ont pas eu accès à la nourriture à cause des problèmes climatiques, à cause des catastrophes naturelles, à cause de l'inondation ou de la sécheresse. Voyez-vous? Donc le souci de l'État, c'est d'équilibrer, de donner à manger à son peuple. D'accord. Et venir au secours au peuple qui souffre le plus, pour équilibrer, pour donner une certaine justice sociale. Ça, c'est le souci de l'État et l'État le fait bien. Vous dites que ce n'est pas interdit pour ces prélats de s'exprimer. On les comprend. Mais il ne faut pas systématiquement. Jean-Jacques Zé,
c'est devenu grave. C'est-à-dire que quand vous allez à la messe, ou vous allez à un enterrement, c'est quand vous assistez à un meeting politique. C'est ça qui est... Est-ce que ce n'est pas le résultat d'un certain ras-le-bol? Peut-être parce que vous n'écoutez pas les Camerounais ordinaires, que ceux en robe ont choisi de s'exprimer là partout où ils ont l'occasion de le faire. Jean Jersey, ça fait seulement 6 ans que je suis au gouvernement. C'est peu? C'est très peu par rapport, n'est-ce pas, à la normale. D'accord. C'est très peu. C'est une période d'apprentissage. Parce qu'il faut former les gouvernants de demain. Il faut les préparer à la gouvernance. Moi, je n'étais pas préparé, je suis un avocat. Je ne gérais pas une mairie. Donc, si j'avais géré une mairie comme Madame Cortés, on pourrait dire que je suis déjà aguerri à gérer les hommes et les biens. Parce qu'il s'agit de ça. D'accord. De manière équilibrée. Alors, vous dites donc quoi? Ils prennent la parole partout. Pourquoi? Vous dites que ça ressemble parfois à des meetings politiques. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vient maintenant à l'église ou on vient en meeting politique? Et maintenant, vous qui venez détourner les militants du PADEC pour donner aux militants d'une opposition radicale, alors que j'essaie de déradicaliser les miens. C'est ce qu'ils font? Ben, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Celui-là qui dit que même le diable, il faut d'abord lui donner. Avant qu'on voit. Ce n'est pas les militants du PADEC qui diraient une chose pareille. Je connais beaucoup de partis qui ne diraient pas une chose pareille. Même les militants du SDF, qui autrefois étaient des radicaux, ils ne peuvent pas dire ça. Il y a des partis qui sont républicains et il y a des partis qui sont révolutionnaires. Or, un type qui tient ce langage-là appartient n'est-ce pas, au côté révolutionnaire de la politique. C'est-à-dire le côté casse-tout, le côté extrémiste. Oui, l'extrémiste. Oui. Il veut qu'on casse. Il veut les casseurs, il veut le sang, il veut la violence. Or, nous ne pouvons pas tolérer. Nous devons prêcher plutôt l'harmonie et non la violence. C'est de ça que je parle. D'accord. Je ne dis pas qu'on peut museler les prêtres. Les prêtres parlent dans les synagogues, dans leurs prêches, mais il ne faut pas systématiquement. Mais j'ai vu que en fait, c'est même une astuce politique pour capter les deniers du culte. C'est-à-dire que pour plaire aux ouailles. Hein? C'est-à-dire que ça dépend des un discours populiste. Oui, populiste. Oui. Pour que vous dites, oui, c'est vrai, oh, c'est bon, non, vraiment. C'est un meeting. Voilà, c'est devenu un meeting. J'imagine que vous n'allez plus très régulièrement à l'Ouest. Oh, si, je vais à l'Ouest, souvent, très très souvent. J'étais à l'Ouest, justement, dans un deuil, au cours d'une cérémonie funéraire, où un pasteur, après la parole, s'est mis à fustiger le gouvernement. Vous étiez mal à l'aise. Ben non, j'ai pris le micro et j'ai répondu immédiatement. Non, en pleine célébration. Ben oui, monsieur. J'ai pris le micro. Quand il a fini. Vous n'avez pas fait le débat du dimanche en pleine célébration. Quand il a fini de faire sa messe, j'ai demandé qu'on m'accorde le micro. Monsieur le répondu point par point aux accusations qu'il nous a adressées. Point par point. Donc si les prêtres là, qui transforment les églises en chapelle politique veulent, chaque fois qu'ils parlent, il faut qu'ils nous donnent aussi notre temps de parole. Il faut équilibrer le temps de parole. Comme ça, moi je ne peux pas leur vouloir. Il ne faut pas profiter de notre absence. Si je suis là, donnez-moi mon temps de parole. Vous avez parlé pendant combien? 10 minutes. Donnez-moi aussi 10 minutes. Je m'adresse au même peuple de Dieu. Là-bas, c'est son milieu. Hein. Bon, voilà. Donc, alors, transformons ça en chapelle politique. Donnons-lui, n'est-ce pas, une attestation politique. Mais parallèlement, vous tolérez que les chefs traditionnels ils prennent position. Les chefs traditionnels. Ils soutiennent par exemple le candidat président Paul Biya. Ils s'expriment ouvertement à Yaoundé et ils peuvent parler. Les chefs traditionnels sont des chefs politiques. Ce sont des biyabis. Ah bon? Oui, les chefs traditionnels sont des Paul Biyabis. Comment ça? C'est-à-dire que le Cameroun est formé de plusieurs tribus, de plusieurs petits États. C'est des petits royaumes. Donc les chefferies sont des petits États. Ce sont des chefs politiques. Ce sont les chefs politiques, ce sont les présidents ce sont les présidents ce sont les rois. On les appelle les rois, non, les chefs. Chefs traditionnels. C'est le chef politique. En même temps qu'il est chef religieux. En même temps qu'il est le président de la Cour suprême. Il est le chef des militants du PADEC,
du RDPC, du MRC, du UPC. Mais lui, il peut prendre la parole pour dire que choisissez pourquoi. Tout à fait. Il a le droit de dire à son peuple que ce que je vous suggère, c'est de choisir telle voie. Maintenant, nous sommes en démocratie. Parce que dans leur temps, on n'était pas en démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pluralité. C'est le roi qui dirigeait. Maintenant, comme vous avez amené plusieurs partis politiques pour préserver et sauver son peuple, il vous dit, moi, je vous suggère de choisir tel peuple. C'est ce que le roi Fondjomekwet avait dit en son temps, dans ces années, n'est-ce pas, 60 là. Et on l'a arrêté pour être jugé dans le tribunal Tambouda, le tribunal que Wandji avait créé. Wandji avait créé dans la brousse, le tribunal, comme étant un fingon, c'est-à-dire un traître. Un traître. D'accord? Un fingon, un traître. Donc, le roi Bafou, avait dit aussi, je ne suis pas avec les gens de l'UPC. Dans la nuit, je crois du 22 au 23, ou du 28 au 29, je me perds un peu sur les dates, c'était en septembre, on est venu l'éventrer. On est venu le tuer dans sa chefferie. Ce qui pourrait montrer que les chefs n'ont pas besoin de prendre ouvertement position. Ce qui montre l'intolérance de ces gens-là. Nous sommes dans la création, dans un moment de la création de notre État. Oui. Et vous avez des villages qui n'avaient pas de parti politique. Le parti politique vient avec la démocratie occidentale importée. Et chacun doit pouvoir choisir un parti politique qui aide son peuple de se développer. Certains rois de ce temps-là, donc Bafou, Bazo, Fondjomekwet et d'autres, avaient estimé que le parti, n'est-ce pas, de Aïdjo ou du pouvoir central était mieux structuré pour aider les enfants du village, pour leur donner les emplois, leur donner le travail, pour leur donner le bien-être, plus que les autres qui n'étaient pas au pouvoir. Donc, chaque chef traditionnel qui choisit, ce n'est pas qu'il choisit pour lui-même, mais il choisit pour son peuple. Mais il ne va pas voter à votre place. Donc vous n'allez pas le tuer pour ça. Mais il donne une orientation. Qui irait à l'encontre de l'orientation d'un chef lorsque vous savez, pour ceux qui sont attachés à la chefferie traditionnelle, l'orientation, la parole du chef est sacrée. Donc, voilà. Et ça veut dire que les chefs jouent finalement un mauvais jeu. Non, non, pas du tout, parce que le chef trouve l'intérêt pour son peuple. Nous sommes en politique, c'est une question d'intérêt. Il peut se tromper, non, le chef? Il ne se trompe pas. Il choisit ceux qui se sont trompés, ceux des rois qui ont choisi l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont ramené à leur peuple? Voilà. Et c'est ce qu'ils réfléchissent. Ils disent, tel roi est allé au maquis. Et finalement, il a été fusillé. Ou il a été exilé. Et je ne veux pas que beaucoup de rois Bamileke de cette époque-là ont été soit tués, soit obligés de partir en exil. Or, si vous êtes un roi, vous choisissez le camp qui va protéger votre peuple ou vous choisissez le camp faible. C'est une question de logique. Donc aujourd'hui, vous dites que ces chefs qui ont choisi le camp Paul Biya ont fait le bon choix. Ils font le bon choix parce que c'est le Paul Biya, et je vais encore utiliser l'expression qui amuse tout le monde, c'est Paul Biya qui partage la viande dans la réunion. C'est lui qui partage c'est lui qui a le pouvoir. Et avec lui, vous savez qu'il y aura les miettes qui vont tomber pour nourrir. Donc cette viande ne peut pas être partagée par quelqu'un d'autre. Ça peut. Vous savez que nous sommes en politique. Oui. Donc, pour que vous puissiez avoir le capital politique de Paul Biya, il faut réunir un ensemble de choses. C'est une question de voix. Si vous avez plus de voix que Paul Biya, vous allez passer. Si vous avez plus de personnes qui votent pour vous, vous allez passer. C'est-à-dire que votre capital politique, plus votre capital politique est élevé, plus vous avez des chances de passer. Quel est le capital politique de Paul Biya? Regardez sur 360 communes. Il a combien de maires? Combien de communes? Combien de mairies? Et combien de maires? Combien de maires adjoints? Combien de conseillers municipaux? Combien de députés? Combien de députés suppléants? Combien de sénateurs suppléants? Vous voyez, ça c'est l'ensemble. Avec tout ça, pour vous, on ne peut pas faire autrement. C'est le capital. C'est Paul Biya ou Paul Biya. Non, c'est parce que, je dis, c'est logique. Oui.
C'est mathématique, c'est ça qu'on appelle j'ai dit, les mathématiques électorales, non. C'est mathématique. Vous ne pouvez pas vous en sortir autrement. Nous savons qu'en politique, c'est une voix, un homme. Ma voix équivaut à celle de ma mère qui ne sait pas écrire son nom. Ma voix équivaut à celle de la grand-mère qui est au village. Monsieur le ministre, vous comprenez? Cette logique, elle date d'hier. En 2011, vous ne la connaissiez pas, cette logique-là, lorsque vous étiez radicalement opposé au président Paul Biya. Cette logique ne marchait pas? Elle ne marchait pas parce que je n'avais pas étudié les sciences politiques à ce moment-là. Pour aller en politique, oui. Je n'ai pas fait comme les autres là. Je suis entré à l'école de la science politique pour apprendre la théorie. Et en apprenant la théorie, j'ai compris beaucoup de choses. La notion de capital dont je parle, c'est une notion chère à Pierre Bourdieu, que j'ai adoptée et adaptée en politique. Et je trouve que c'est vrai. Ça fait de Paul Biya président pour l'éternité. Et ça fait de Paul Biya, ceux qui nous regardent en ce moment, ça fait de Paul Biya président jusqu'à ce qu'il en soit autrement, jusqu'à ce qu'il perde sa majorité. Or, pour le moment, cette majorité-là, il l'entretient bien. Cette majorité-là retrouve, n'est-ce pas, les miettes, le lucre du pouvoir. Alors, lorsque vous cette regardez, majorité-là est maire. Cette majorité-là est conseiller régional. Cette majorité-là est député. Cette majorité-là est ministre. Et lequel ministre du PADEC a des militants qui attendent les retombées. Qui attendent les retombées que tu es avec Paul Biya. Il t'a donné quoi? C'est le Djangui. Donne pour nous. C'est le Djangui. C'est ça. Les gens qui ne veulent pas comprendre la politique. C'est ça la politique. Je suis désolé. Même la politique traditionnelle, c'est comme ça. C'est du donnant-donnant. Alors, est-ce que cette majorité écoute tout le monde? Quand vous avez des sons qui viennent, par exemple, de la diaspora, vous avez vu ce qui s'est passé avec le ministre de la Jeunesse, on a l'impression que la distribution de la viande n'arrive pas de ce côté et que la majorité n'écoute pas également le son qui vient de l'autre côté. Qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier ou expliquer les actes aussi violents qu'on a vu attribués à la base contre les membres du gouvernement camerounais? L'ignorance. L'ignorance, oui. L'ignorance des réalités. Voilà des gens qui disent qu'ils ont fui la misère, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont au paradis. Et c'est eux qui aboient chaque jour. C'est eux qui se plaignent chaque jour. Nous qui sommes là, on ne dit rien. Et ils se battent, ils disent qu'ils se battent pour nous. On ne vous a rien demandé. On vous a dit de vous battre pour nous. Mais vous êtes partis en exil. Ils sont camerounais. Ils sont partis en exil camerounais pour la plupart. disant que le Cameroun est pauvre. Que l'enfer, c'est le Cameroun. Que c'est un enfer. Or, moi je vois dans cet enfer-là des gens comme les gens Jazé qui tirent leur épingle du jeu, bon an, mal an. Ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas très riches. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Plus spécialement pour vous que je connais, que voilà, dans plusieurs. Vous voyez que c'est pas facile. Oui, mais vous réussissez à vous nourrir. Il ne s'agit pas. Écoutez, dans aucun pays au monde, tout le monde n'est riche. Il y a les riches, il y aura les pauvres. C'est même ça qui est. Mais dans leur discours, les pauvres d'aujourd'hui peuvent aussi devenir les riches. Dans leur discours, ils disent qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a de l'insalubrité. Est-ce que c'est faux tout cela? Avec quoi vous vous éclairez ici dans votre studio? Ben, on ne sait jamais, ça peut nous lâcher d'une minute à l'autre. Bon, est-ce qu'en ce moment ça nous a lâché? On ne sait pas. Vous avez même la climatisation. Et vous qui êtes au pays, vous soutenez les dires des gens qui sont à 1000 lieues d'ici. Est-ce que vous êtes satisfait de l'offre pour prendre l'électricité ou l'énergie qu'on a aujourd'hui? Je pense que nous avons les coupures de temps en temps. Oui. Ce qui est inhérent à une population qui a grandi. Yaoundé, c'est plusieurs millions de personnes qui sont partis qui ont vidé les villages pour venir ici. Et c'est vrai que même dans les zones rurales aussi, on a le délestage. Ça veut dire quoi? Que nous avons un problème d'énergie. Et est-ce que nous sommes en train de trouver des solutions? Est-ce qu'on les trouve, Monsieur le ministre? Oui, je dis qu'il y a plusieurs barrages. Qui semblent ne pas produire les résultats. Pas encore, oui. N'est-ce pas? Il ne faut pas que vous construisiez un pays aussi rapidement. Un barrage, ça se construit
ça se construit pour pouvoir donner l'électricité. Après que le barrage ait produit l'électricité, il faut maintenant transporter cette électricité-là avec les pertes en route, jusqu'en ville, jusqu'à vos maisons. Un barrage, ça se fait très très loin de chez vous. Dans des chutes, loin en forêt. Mais il faut, c'est pareil avec l'eau. Est-ce qu'on découvre ça aujourd'hui? On le découvre parce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes trop pressés. Ces gens-là qui sont à Paris, qui sont en Allemagne, qui sont à Berlin, qui sont à Bruxelles, ils viennent vous raconter des histoires et vous acceptez. Demandez-leur que les pays où ils sont là, où c'est très beau, c'est construit avec le métro là. Quel était l'état de ce pays quand il avait 100 ans? Nous, on n'a que 60 ans. Vous voulez nous comparer à des pays... Est-ce que ce n'est pas ce discours qui arrive un peu à la radicalisation qu'on observe aujourd'hui? Non, la radicalisation... de haine, de violence... La radicalisation, oui. Je vous ai dit, c'est un discours construit par la communication de l'opposition, de la société civile opposition. Parce qu'il y a une société civile proche de l'opposition. Pour l'opposition. Ouais. Qui fait courir ce discours, qui exagère tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les ceci, il n'y a pas les cela. Pourtant, ils ne veulent pas voir les efforts qu'on fait pour construire l'hôpital central, l'hôpital régional, l'hôpital général, le CHU. Au moins, rien que ici, à Yaoundé. Combien de structures hospitalières avons-nous? Par rapport à 1980, dans les années où nous étions à l'université. Combien? Vous dites, attendez encore un peu, vous êtes trop pressé. Ils vous répondent que ce régime-là, il a 42 ans. Oui, il faut attendre qui? Monsieur, oui. 42 ans dans un pays, c'est quoi? C'est beaucoup. Non, c'est rien. C'est presque un demi-siècle. C'est un bébé qui peine à marcher. L'âge d'un État, c'est comme un bébé qui vient de naître. Mais les autres, ils font comment? Quels autres? Le Sénégal, le Rwanda. Vous voulez dire que le Sénégal ne fait pas plus que nous? Le Sénégal ne fait pas plus que nous. Le Sénégal, vous avez dit le Rwanda, par exemple. Ouais. Le Rwanda. Oui. Le Rwanda a bénéficié de la politique du génocide pour avoir beaucoup d'aide. Parce que les Occidentaux qui avaient laissé qui n'étaient pas intervenus. Il faut savoir utiliser ces aides-là. Non, ils ont bien fait. L'Iran fait ça. Ils ont bien utilisé les aides. Ils utilisent ça. C'est-à-dire pour capter pour avoir les crédits, pour avoir de l'argent, pour avoir les aides gratuitement. Les gens ont mauvaise conscience et leur donnent de l'argent. Et puis, le Rwanda aussi, il faut dire que le Rwanda ne pratique pas la même démocratie ouverte que nous. Le Rwanda, c'est le président Kagame, c'est le gouvernement. Vous ne pouvez pas aller faire vos histoires de mouches ou bien de microbes là-bas. Ça ne marche pas comme ça là-bas. Or, ici, nous avons une démocratie qui tolère tout. Une démocratie de la liberté d'expression, une démocratie même du libertinage. Une démocratie où chacun a le droit d'invectiver les membres du gouvernement. Allez voir si au Rwanda, on peut invectiver un membre du gouvernement comme vous le faites ici. Mais le président Paul Biya a consacré sa vie à donner son pays à une ouverture démocratique exemplaire. Donc pour vous, la base est ignorante, elle est totalement hors sujet, elle est manipulée, vous la classez où? La base, ce n'est pas la crème de l'intelligentsia de la diaspora. La base se recrute parmi la lie du peuple là-bas. C'est-à-dire que le résidu. C'est pas très dur ça, monsieur le ministre. Si, c'est dur, je le fais à dessein. Vous le faites à dessein. C'est le résidu. C'est même la lie de l'humanité, la lie. Ouais, la lie du vivant, ce qu'on jette là. Ce sont des compatriotes, hein. Ce sont ceux qui ont été perdus sur le chemin. Ce sont des compatriotes, monsieur le ministre. C'est des compatriotes qui sont égarés. Vous ne verrez pas des avocats là-dedans. Vous ne verrez pas des médecins. Vous ne verrez pas des gens qui font de l'argent. Vous ne verrez pas des gens qui travaillent là-bas, des ingénieurs. Ce sont des chercheurs d'emploi pour la plupart, ou bien les chercheurs d'asile, qui veulent meubler leur dossier d'asile, la plupart du temps. Parce que pour avoir une telle violence, il faut avoir une inculture totale. Il faut avoir une ignorance. Prenez leur nom, vous allez voir, ils sont quoi? Ils ont fait quoi? Ils sont qui?
Prenez leur nom, vous avez leur nom, je n'ose même pas prononcer ce genre de nom parce que on risque de croire que je les connais. Mais ça pourrait les radicaliser davantage. Qu'est-ce que j'en ai à faire de les radicaliser? Et rendre vos séjours de côté impossible. Je ne suis pas même pas peur de la farine. Non, 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 on n'est pas vraiment en train de les supplier. Oui. Non, 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 on ne supplie pas les fous. On les soigne. Ce sont des fous. On les soigne. Pourtant, ils souhaiteraient qu'il y ait quand même des ponts de dialogue avec eux. Monsieur, on les écoute. Vous pouvez dialoguer avec des malades? Comment vous allez dialoguer avec des fous? Est-ce qu'ils peuvent même entendre? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils veulent dialoguer? La diaspora est structurée. Nous recevons ici, et je viens de recevoir ici, les élus de la diaspora. La présidente des élus de la diaspora était à mon bureau l'autre jour avec ses camarades. Ce sont les élus de la diaspora camerounaise, d'Europe comme de Chine. Et ils sont venus au Cameroun. Et vous avez donc confirmé la personne qui fait donc battre le cœur pour que les élections donc présidentielles d'octobre donc 2025, vous le savez donc il nous reste quelques mois et nous serons donc mobilisés donc pour renverser le régime donc du RDPC. Plus jamais ça, cela doit donc finir. Vous savez donc que vous devez déjà commencer donc à danser, soutenir donc l'une des chaînes sociopolitiques de l'un des créateurs de contenu pour ne pas rater des informations. Vous le savez donc, nous ferons donc l'effort de vous informer au moins à 80% sur tout ce qui pourra se passer pendant les élections ou après l'élection. Madame et monsieur, c'est presque la fin de cette édition donc spéciale. Il s'agissait donc de l'un des ministres de monsieur Biya, Jean de Dieu Momo, qui regrette énormément l'incarcération à Briquet